Merci. Eh bien, après tout ça, je vais peut-être commencer, étant donné qu'on est deux qui travaillent sur les humains spécifiquement et l'autre pas. Moi, je vais vous parler de tout sauf des humains. Pour commencer, les humains, au fond, sur le plan de la sexualité, pour un biologiste, c'est loin d'être l'espèce la plus intéressante. C'est quand même assez terne, si vous voulez, vu de l'extérieur. Il y a toujours un homme, une femme, et puis voilà, ils font ce qu'ils ont à faire ensemble et ça fait des enfants. Dans l'ensemble du monde vivant, les choses sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus diverses. Euh, D'abord, il faudrait peut-être définir un petit peu ce que c'est que le sexe pour un biologiste. Pour un biologiste, le sexe, c'est, en tout cas pour un biologiste de l'évolution, le sexe, c'est le fait que deux individus se mettent ensemble pour fabriquer un nouvel individu qui procède sur le plan héréditaire des deux parents. Le sexe n'est pas nécessairement, dans le monde vivant, lié à la reproduction. Ça, c'est une spécificité d'un certain nombre d'espèces. Il y a beaucoup d'espèces chez lesquelles il y a des moments pour le sexe et d'autres pour la reproduction. Lier les deux, c'est quelque chose qui s'est fait à un moment dans l'histoire évolutive et qui a donné lieu à l'existence de nombreuses espèces pour lesquelles c'est le cas. Donc c'est le cas chez nous. La reproduction et le sexe et la sexualité sont complètement liés. Mais chez les bactéries, par exemple, eh bien, il y a des moments où les bactéries échangent des gènes par, par divers mécanismes. Je ne vais pas les détailler, je pense que ça serait un peu long. Mais je peux en dire quand même quelques mots. Certains de ces mécanismes sont liés au fait que dans les bactéries se trouvent des petits bouts de chromosomes parasites qui se reproduisent de bactérie en bactérie. On les appelle des plasmides. Et ces plasmides ne font qu'une chose, ils vont amener la bactérie à fabriquer un petit tuyau qui va permettre aux plasmides de passer d'une bactérie à l'autre. Euh, cette nature parasitique du sexe chez les bactéries est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu tout au long de l'histoire du monde vivant. Euh, donc, la bactérie, le plasmide va se transmettre d'une bactérie à l'autre, et puis de temps en temps, eh bien, il emmènera un petit peu des gènes de la bactérie de départ, et ça va faire un nouvel individu qui procédera des deux parents. Il y a d'autres mécanismes à base de virus, mais un peu du même genre. Et puis il y a d'autres mécanismes qui, alors là, n'ont rien à voir avec des parasites externes à la bactérie. Simplement le fait qu'une bactérie mange l'ADN d'une autre bactérie et puis l'intègre dans ses propres chromosomes. Donc des mécanismes comme ça chez les bactéries, il y a trois sortes, disons. Dans les trois cas, ce n'est pas lié à la reproduction. Il y a d'autres espèces, des espèces unicellulaires, comme les paramécies, dont on entend parler quand on commence ses études de sciences de la vie et au collège, des organismes unicellulaires qui, à certains moments, vont s'assembler par deux et échanger des noyaux, échanger leur matériel génétique et repartir chacun de son côté, et puis se diviser à d'autres moments. Encore une fois, chez les paramécies, la conjugaison n'est pas liée à la reproduction. Euh, mais, euh, mais donc dans les espèces qui nous ressemblent plus, eh bien, la reproduction et la sexualité sont liées, c'est-à-dire que c'est fabriquer un système unique dans l'histoire de l'évolution qui semble n'être apparu qu'une fois d'ailleurs, de ce qu'on appelle, nous, dans notre espèce, la sexualité, c'est-à-dire une division spéciale qui permet de réduire le matériel génétique de moitié, fabriquer des gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, et puis qu'un spermatozoïde et un ovule provenant d'individus en général différents, mais ce n'est pas toujours le cas, se rejoignent et fabriquent un nouvel individu. Et dans ce cas-là, effectivement, sexualité et reproduction sont liées. Je voudrais tout de suite vous dire quelques mots sur un certain nombre d'idées reçues sur ce plan-là. Par exemple, on m'a souvent demandé pourquoi il y avait deux sexes. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un sexe, encore une fois. On appelle, qu'est-ce qu'on entend par un sexe, il y a deux sexes chez les humains, les mâles et les femelles, ou chez les mammifères en général. Mais il y a deux sens derrière cette idée-là. Quand on regarde l'ensemble du monde vivant, les choses, encore une fois, ne sont pas aussi simples. On peut appeler sexe un ensemble d'individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, mais qui doivent aller chercher des individus de l'autre sexe pour se reproduire. Dans ce cadre-là, il existe des systèmes assez variés. Par exemple, chez les plantes, qui sont pour la plupart hermaphrodites, eh bien, on trouve des espèces chez lesquelles les deux sexes sont tous les deux hermaphrodites. Par exemple, chez la prime vert, il y a deux formes florales, assez souvent, et l'une des formes a des étamines qui sont en haut de la fleur, et puis le stigmate, c'est-à-dire la partie qui reçoit le pollen, qui est au fond de la fleur. Et puis l'autre forme, c'est le contraire. Le stigmate est en haut de la fleur et les étamines sont en bas. Et ces deux formes
doivent se croiser, c'est-à-dire que les formes à étamines hautes ne peuvent pas se croiser avec des individus qui ont des étamines hautes. Ils doivent envoyer leur pollen sur des plantes à étamines basses pour faire des descendants, et réciproquement. On peut dire dans ce cas-là qu'au fond, il y a deux sexes, tous les deux hermaphrodites, les formes à étamines hautes et les formes à étamines basses. Dans certaines espèces de primevères, d'ailleurs, il y a trois sexes. Les plantes à étamines hautes, les plantes à étamines moyennes et les plantes à étamines basses. Et encore une fois, il y a trois sexes et chacun des individus de chacun de ces trois sexes doit trouver un individu d'un des deux autres sexes pour se reproduire. Chez le trèfle, c'est encore pire, il y a un système génétique complexe qui fait qu'un individu ne peut pas se reproduire avec les individus du même génotype que lui, mais qui pourront se reproduire avec des individus différents génétiquement. Et chez le trèfle, on a plusieurs centaines de sexes, c'est-à-dire plusieurs centaines de groupes différents où chaque individu ne peut se reproduire qu'avec un membre d'un autre groupe. Donc si on appelle sexe un groupe d'individus qui ne peut pas se reproduire intra, mais qui doit se reproduire avec des membres de l'autre catégorie, eh bien à ce moment-là, le nombre de sexes n'est pas du tout limité à deux. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir l'impression que c'est limité à deux sexes? Eh bien parce que chez nous, le sexe au sens de groupe d'individus qui doivent aller chercher un autre pour se reproduire, eh bien il y a cette dichotomie mâle-femelle. Comme je vous l'ai dit, chez les plantes aussi, souvent, il y a cette dichotomie mâle-femelle, mais elle peut être chez les mêmes individus. Chez les primevères, par exemple, chaque individu est hermaphrodite. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'un mâle et une femelle? C'est une question, évidemment, à poser comme ça a l'air évident. Tout le monde sait reconnaître un mâle d'une femelle dans notre espèce. Mais si je vous donnais un ver plus ou moins informe, comment reconnaîtriez-vous un mâle d'une femelle? Comment est-ce qu'un biologiste définit un mâle par rapport à une femelle? La définition est assez simple au fond, elle a l'air toute bête, c'est que la femelle fait des gros gamètes et le mâle fait des petits gamètes mobiles. Le spermatozoïde est un petit gamète, l'ovule est un gros gamète. Comment ça se fait que ça fasse tellement de différence de faire un gros gamète ou un petit gamète? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, le point à retenir là-dedans, c'est que en gros, dans la presque totalité des cas, la femelle non seulement fait un gros gamète, mais elle y met beaucoup de ressources. C'est elle qui va investir dans le fait de faire le descendant. Elle investit des ressources en termes énergétiques dans l'œuf. C'est en gros elle qui va fabriquer l'œuf, qui va devoir donner toute l'énergie qu'il y a dans l'œuf. Alors l'œuf, donc au sens de résultat de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, quand la première cellule, celle qui nous a tous engendrés, disons, la première cellule de notre organisme était donc cet œuf. Et matériellement, dans cet œuf, il n'y avait quasiment que du matériel provenant de notre mère. Le père, en gros, n'apporte rien matériellement aux descendants. Je parle évidemment sur le plan biologique. J'espère que c'est bien clair entre nous. C'est d'autant plus vrai que très souvent, la femelle ne se contente pas de faire cette grosse cellule pleine de ressources, elle met autour tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse se développer, enfin l'enfant, le descendant. Chez les poules, la cellule sexuelle femelle, c'est cette très grosse cellule qu'on appelle le jaune d'œuf. Donc vous voyez, quand je vous dis que la femelle a mis beaucoup de ressources énergétiques dedans, c'est pas une plaisanterie, c'est quand même une énorme cellule avec beaucoup de ressources. Mais en plus, la femelle a la gentillesse de mettre encore le blanc autour. Vous voyez que la femelle investit énormément dans le fait de faire le descendant. Quand vous comparez ça avec le spermatozoïde qui a porté le mâle, c'est vraiment pas comparable. Chez les mammifères, ou chez d'autres espèces d'ailleurs, la femelle va encore contribuer au développement du petit en le gardant dans elle. On dit chez les biologistes classiquement que le descendant, l'enfant, se développe en parasite sur la mère. Et puis, donc, elle va encore investir des ressources dans cet enfant pendant les 9 mois de la gestation. Et comme vous le savez, toujours sur le plan biologique, eh bien, après la naissance, c'est encore elle qui va investir dans le fait d'avoir fait des glandes mammaires qui sont d'abord faites pour nourrir le petit, même si elles peuvent avoir d'autres fonctions dans la sexualité ensuite, mais ça, je laisse ça à mon collègue. Voilà, alors, donc la femelle, c'est elle qui fait tout, le mâle fait rien. Alors, dans la plupart des espèces, c'est comme ça. Il y a quelques espèces chez lesquelles le mâle travaille beaucoup pour s'occuper des petits. Il y en a même 2 connues où le mâle en fait plus que la femelle. Du coup, comme il n'y a que ces 2-là, elles sont extrêmement connues. Il y a l'hippocampe. Alors, chez les hippocampes, la femelle pond les ovules dans une poche incubatrice du mâle, mais c'est le mâle qui va incuber les œufs.
Et puis le crapaud accoucheur, chez lequel la femelle laisse les œufs, le mâle met son sperme dessus, mais ensuite il garde les œufs dans les pattes et il va les tremper dans l'eau régulièrement pour qu'ils ne risquent pas de se dessécher. Donc c'est les deux cas où le mâle fait plus que la femelle, et du coup on en parle beaucoup, mais c'est deux cas comparés aux quelques millions d'autres dans lesquels c'est le contraire. J'exagère, il y a encore quand même quelques centaines d'espèces dans lesquelles les deux contribuent presque également à la fabrication des petits. C'est le cas, par exemple, de tous les oiseaux comme les albatros ou les manchots, chez lesquels la recherche de nourriture pour les petits est tellement difficile qu'il faut absolument une contribution égale des deux partenaires, sinon on n'y arrive pas. Mais donc la règle dans le monde vivant, c'est que en gros, ça soit, voilà, vous éliminez ces cas-là, alors l'espèce humaine, vous la mettez où vous voulez, pour un biologiste, c'est pas très important, c'est une espèce parmi des millions, et tout le reste, c'est des espèces chez lesquelles, en gros, le mâle ne contribue en rien à la production du petit, à part qu'il a mis ses gènes à l'intérieur. Ça a amené les évolutionnistes à percevoir de plus en plus les mâles, d'une façon qui va peut-être en choquer certains ou certaines d'entre vous. Les mâles sont perçus par les évolutionnistes comme des parasites des femelles. Alors ça fait toujours rire les dames quand je dis ça. Et pourtant, il n'y a pas de quoi rire, parce que la question qui se pose aux biologistes de l'évolution que je suis, et que nous sommes une centaine en gros de personnes à travailler là-dessus, vous voyez, dans le monde, c'est la question de savoir comment se fait-il que le sexe existe dans la nature, c'est-à-dire que le fait que ces femelles se fassent parasiter par les mâles, pourquoi est-ce que c'est surprenant? Eh bien parce qu'elles le font exprès. Vous voyez le problème? Quand un virus infecte votre nez, il met son ADN dedans et il essaye que vous lui reproduisiez son ADN, ça vous crée quelques démangeaisons, c'est pas très agréable, et si vous pouviez, vous l'expulseriez. Vous ne faites pas exprès d'attraper un rhume. Le virus s'impose et il entre dans vous et il se reproduit, il reproduit ses gènes en tout cas grâce à vous. Et évidemment, ça se fait contre votre biologie à vous, disons. Alors que dans le cas du sexe, la femelle prépare le fait de se faire parasiter d'une façon tout à fait active. C'est-à-dire que, alors qu'elle fait le petit toute seule sur le plan physiologique, on pourrait très bien imaginer qu'elle prenne une de ses cellules, et que cette cellule, elle la transforme en embryon, et que cet embryon se développe, en gros que les femelles se clonent spontanément, et on voit pas, et ça marcherait très bien comme ça. Il y a d'ailleurs des espèces où ça marche comme ça s'appelle la parthénogénèse. La femelle se clone spontanément et fabrique des descendants sans père, et ça, voilà. Or, chez les espèces sexuées, qui sont quand même une large majorité, on évalue à quelque chose comme 5% la proportion d'espèces asexuées, c'est-à-dire d'espèces qui n'ont pas de sexe, où les femelles sont parthénogénétiques. Chez les femelles sexuées, la femelle donc fait cette division très particulière dans laquelle elle expulse la moitié de son matériel génétique pour fabriquer un gamète, un ovule, qui va attendre que cette moitié soit remplacée par les gènes du mâle. La question de savoir qu'est-ce qui peut bien faire que les femelles aient ce comportement est une question qui s'est posée très crûment aux biologistes de l'évolution à partir du moment où ils ont commencé à réfléchir en termes modernes, si vous voulez, dans les années 70. Il est probable que Darwin ait eu l'intuition du fait qu'il y avait ce problème. Il a écrit dans une lettre à un collègue, il a écrit il n'y aura probablement pas de plus grand mystère dans l'histoire de la biologie, surtout depuis qu'on a découvert la parthénogénèse, que le mystère de l'existence du sexe. Malheureusement, il n'a pas développé ça plus, donc on ne sait pas exactement quelle question il se posait. En tout cas, la question a été vraiment redécouverte, si vous voulez, dans les années 70, où des auteurs ont fait remarquer que, étant donné que la sélection naturelle fabrique des organismes qui reproduisent le mieux leur information génétique, et que toute l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'un flux comme ça continu d'informations génétiques qui a fabriqué des organismes de plus en plus efficaces pour la reproduire. Alors ça aussi, c'est quelque chose dont on pourra parler dans le débat si vous le souhaitez. Cette vision qu'on a aujourd'hui de l'être vivant comme fabriqué par un processus évolutif dont la seule force, c'est le fait que l'information génétique se reproduit de génération en génération et que les individus qui reproduisent le mieux cette information vont faire que leurs gènes à eux se répandent dans la population et que progressivement, c'est donc les gènes qui ont fabriqué les organismes qui se reproduisaient le mieux, enfin, qui reproduisaient le mieux leurs gènes qui restent. Si on regarde la biologie comme ça, on se rend compte qu'il est très étonnant que les gènes aient pu créer chez ces femelles ce comportement qui consiste à se débarrasser de la moitié de ces gènes avant de se reproduire. Une autre manière de dire les choses, qui peut être plus parlante,
c'est de dire qu'au fond, le fait de se débarrasser de la moitié de ses gènes chez la femelle, ça a une conséquence, c'est qu'elle accepte la moitié des gènes du mâle, et ça se fait à chaque génération. Un des résultats de ça, c'est qu'en gros, il y a autant de mâles que de femelles dans la descendance. Dans une espèce sexuée, les femelles produisent à peu près autant de mâles que de femelles à chaque génération. Imaginez une femelle parthénogénétique, une femelle qui se clone. Au lieu de fabriquer moitié de mâle, moitié de femelle, elle fabriquerait 2 femelles, 2 filles. Et puis à la génération d'après, chacune de ces 2 filles ferait 2 filles, ça ferait 4 filles. À la génération d'après, ça en ferait 8, 16, 32, 64. En 10 générations, 1000 filles. Pendant ce temps-là, une femelle sexuée qui ferait autant, 2 enfants, eh ben, elle aurait fait un garçon, une fille à chaque génération. Le garçon pouvait féconder la fille, ça refait un garçon, une fille, etc. En gros, la reproduction sans sexe, le clonage, la parthénogénèse, est 2 fois plus efficace en termes de reproduction que la sexualité. Comment expliquer que la sélection naturelle ait pu choisir le sexe qui est un système 2 fois moins efficace à chaque génération? Je vous rappelle, ça fait 1000 fois moins efficace en 10 générations, 1 million de fois moins efficace en 20 générations, 1 milliard de fois moins efficace en 30 générations. Oui, donc si apparaissait une femelle parthénogénétique dans une espèce comme la nôtre, eh bien a priori, sa lignée devrait envahir l'espèce. Elle a un taux de reproduction 2 fois plus grand que les autres. Si on ne passait pas de loi contre elle, eh bien on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher d'envahir notre espèce. Je ne sais pas si nos collègues médecins laisseraient faire ça, mais je veux dire que si jamais ça se produisait naturellement, ça serait un problème éthique évidemment énorme. Voilà, donc une grande question, comment la sexualité s'est-elle maintenue malgré ce désavantage de 2 par génération? Je peux vous dire que nous ne connaissons pas encore la réponse. Bien sûr, il y a de bonnes raisons de dire que la sexualité c'est bien. La sexualité, ça permet de faire de la diversité. Ça permet de faire des descendants qui vont être un peu différents des parents et donc qui pourront peut-être s'adapter à d'autres milieux. Mais de là à compenser un désavantage d'un facteur 2 par génération pour l'évolution, ça, on n'a pas encore trouvé comment ça pouvait s'expliquer. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc vous voyez, la sexualité vue par les biologistes de l'évolution, à l'heure actuelle, c'est une sexualité peut-être un peu moins idéale et idyllique que celle qu'on présente souvent. Les mâles sont vus comme des parasites des femelles. La sexualité est vue comme un système qui, au fond, coûte extrêmement cher en termes de reproduction aux espèces et dont on ne comprend pas comment elle a pu se maintenir. On a des modèles maintenant. Ce n'est pas qu'on n'ait aucune explication, c'est qu'on en a plusieurs, ce qui revient un peu au même. Parce que quand on a plusieurs explications, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur laquelle est la bonne, eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas la réponse. Peut-être que la réponse fait partie des explications qui sont données actuellement, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, la sexualité est certainement actuellement l'une des questions majeures que ne savent pas résoudre les évolutionnistes, mais pour lesquelles, très clairement, les visions modernes de la biologie évolutive apportent peut-être pas des réponses, mais au moins des questions intéressantes. Et c'est ça que je voulais vous faire partager et sur lequel je serai prêt à discuter avec vous dans la suite. Et j'ai épuisé mes 20 minutes, alors je pense qu'on peut passer aux questions. On va voir si sur les humains, on a plus de réponses sur la sexualité que sur les autres espèces. On va en parler, mais peut-être juste une question. La reproduction, comme vous l'avez dit, ou la sexualité, enfin, la rencontre de 2 sexes et créer une troisième personne qui aussi a la propriété d'être différente quand il s'agit d'une reproduction sexuée. Et donc la reproduction sexuée, certains disent que c'est l'entretien d'une diversité biologique. Alors, est-ce que quand c'est une reproduction non sexuée, cette diversité existe de la même manière ou pas? Si la reproduction n'est pas sexuée, il va certainement y avoir moins de diversité, c'est-à-dire qu'effectivement, comme les individus vont se cloner, évidemment, si tous les individus se mettaient à se cloner en même temps, dans un premier temps, il continuerait à y avoir pas mal de diversité parce que chacun fabriquerait des descendants comme soi. Mais certains se reproduiront pas, d'autres se reproduiront beaucoup, et donc certainement la reproduction asexuée produit moins de diversité que la reproduction sexuée. Et justement, c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de la chose, c'est que il est clair que cette diversité est utile à l'espèce, mais à moins de croire qu'il existe un Deus ex machina qui décide comment les individus fonctionnent de façon à faire du bien à l'espèce,
on ne voit pas ce qui pourrait faire que les individus décident de faire quelque chose parce que c'est bien pour l'espèce. Ce qui est une force en biologie évolutive, c'est pas le bien de l'espèce, c'est la reproduction différentielle des individus dans l'espèce. Ceux qui se reproduisent le plus, ceux qui reproduisent le plus leurs gènes, d'ailleurs pour être précis, parce que en toute sincérité, quand on dit que les individus se reproduisent, on dit un odieux mensonge. C'est un leurre extraordinaire de dire que les individus se reproduisent. Ils ne reproduisent que leur information génétique, plus éventuellement une information sociale, mais ça c'est spécifique à certaines espèces. Donc, or, la reproduction de l'information génétique dans l'espèce, eh bien, c'est les individus asexués qui devraient le faire le mieux. Et le fait de faire de la diversité, même si c'est bien, ça n'explique pas que les individus aient choisi cette voie. Ça peut en revanche expliquer pourquoi il y a si peu d'espèces asexuées, parce qu'il est vrai que des espèces asexuées, je vous l'ai dit, il y en a 5% en gros. Ces espèces qui sont asexuées, on constate que c'est toutes des espèces qui étaient sexuées avant et qui ont perdu le sexe. Et très probablement, elles s'éteignent beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire, alors comment on sait ça? Parce que les espèces asexuées sont toutes récentes, sauf un groupe. Vous voyez, il y a des lézards, par exemple, des lézards chez lesquels les individus peuvent se clonent. Il n'y a donc que des femelles. Mais elles ont un souvenir suffisamment fort de leur passé sexué pour qu'elles ne soient pas capables d'ovuler sans faire une parade sexuelle. Alors il y a des très belles images de ces femelles lézards en train de se faire une parade sexuelle entre elles. Et puis ensuite, elles vont chacune pondre leurs œufs de leur côté. Elles n'ont rien échangé sur le plan biologique, mais elles ont eu besoin de la parade sexuelle pour ovuler. On a aussi des poissons ou des grenouilles qui pondent des œufs asexués, mais elles ne savent pas démarrer le développement de l'œuf sans la pénétration d'un spermatozoïde. Alors elles déposent leurs œufs. C'est une espèce où il n'y a que des femelles, puisqu'elles font que de la parthénogenèse. Alors comment elles font? Elles déposent leurs œufs là où il y a des mâles d'une autre espèce. Les mâles, c'est jamais très regardant pour savoir où ça met ses spermatozoïdes. Donc, ils mettent leur sperme sur les œufs en question. Et le spermatozoïde rentre dans l'œuf. Ça déclenche le développement de l'œuf qui commence. La première chose qu'il fait, c'est d'éjecter le spermatozoïde et il se développe tout seul. Donc, vous voyez, des histoires de parthénogenèse comme ça, on en a plein. C'est des espèces qui se portent bien, a priori. Mais on voit que l'acquisition de la reproduction sans sexe est récente. Alors, puisque c'est très souvent récent, ça doit vouloir dire qu'elles s'éteignent vite, parce qu'il n'y a pas de raison que ça a été inventé seulement dans les espèces récentes. Donc, certainement, il y a eu déjà des espèces asexuées dans le temps, et celles qui sont anciennes, on ne les voit plus. Sauf un groupe, voilà, je vais finir là-dessus. Il y a un groupe d'espèces asexuées anciennes, ça s'appelle les rotifères bdelloïdes. C'est des tout petits machins qui vivent dans les flaques d'eau ou dans les mares. Et là, on a de nombreuses espèces dans un groupe entier qui est entièrement asexué. Il a été qualifié de groupe scandaleux chez les évolutionnistes et à l'heure actuelle, on commence juste à travailler dessus. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions passionnantes dans le débat. Nous allons d'abord écouter Philippe Jamet. Alors Philippe Jamet est médecin. Il est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 6. Et il est chef de service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte. Ce service étant localisé à l'Institut mutualiste Montsouris dans le 14e. Ses travaux ont porté sur les troubles du comportement, qu'il s'agisse du comportement alimentaire, des conduites dites antisociales ou des tentatives de suicide des adolescents. Il a participé à de très nombreuses instances et groupes de réflexion concernant la santé des jeunes. Alors, Sir Pierre-Henri Gouillon nous a fait pénétrer au sein de l'évolution des espèces et du développement et de la sexualité des espèces. Philippe Jamet, lui, tente de pénétrer au cœur des personnalités en développement, les personnalités humaines, et de voir selon quels repères, quelles modalités s'organisent les liens que chaque individu établit avec les autres, qu'il s'agisse des autres d'autres générations ou qu'il s'agisse des autres de l'autre sexe, puisque nous avons deux sexes. Et tout ça pour acquérir quelque chose qu'on peut appeler la conscience de soi, qui va nous définir en tant qu'individu. Il nous a semblé, avec Véronique Damgrap, qu'à un moment où
On a l'impression que tout paraît possible en matière de sexualité, de procréation et de filiation dans l'espèce humaine. C'était bien de pouvoir aborder ces questions du développement de l'individu, l'élaboration de l'individu. Et on a envie de vous demander, y a-t-il un modèle nécessaire ou au mieux souhaitable pour que tout ceci se construise? Bien, merci de ce questionnement et de cette invitation. J'avoue que là, j'ai été plongé par l'exposé de M. Gouillon qui m'a ravi dans une sorte de quasi-dépersonnalisation où, en effet, je me disais, mais pourquoi toute cette complication autour de la sexualité? Tout aurait pu se passer autrement, et je rêvais comme ça de monde futur. Et je ne vais pas apporter je pense j'aurais beaucoup de plaisir à revenir sur beaucoup de questions que vous avez soulevées. Et c'est vrai que ça nous descend terriblement, mais je crois que c'est important aussi pour mon propos, parce que je crois, y compris peut-être d'ailleurs, c'est par certains aspects la psychanalyse qui s'était vue un peu comme détrônant l'homme de sa place un peu centrale dans l'univers après Darwin et après Copernic, l'a assez vite remis quand même un peu au centre en idéalisant probablement beaucoup de phénomènes, et notamment le pouvoir de la parole, même si c'est quelque chose de tout à fait important, mais peut-être en l'idéalisant. Et je crois que l'exposé de M. Gouillon nous aide à mieux voir que nous sommes quand même des descendants de tout cette vie et de tout ce questionnement. Et moi, je ne vais pas apporter de réponse, bien entendu, ça se saurait, j'aurais fait savoir si j'en avais eu. Mais je vais d'ailleurs me décentrer, comme vous l'avez dit, M. Joannet, en posant pas la question autour directement de la sexualité, mais au fond, quelles sont les conditions de la filiation et donc du rapport sexuel entre les hommes et les femmes, encore nécessaire pour la procréation. Donc quelles sont, mais dont on va pouvoir peut-être se passer, alors justement quelles sont les questions qui apparaissent importantes pour le développement de la personnalité humaine. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un être humain, un enfant, se développe correctement par rapport justement à ses géniteurs et éventuellement à la différence des sexes entre ces géniteurs. Il y a eu des questions qui se sont voulues avoir des réponses définitives sur ce sujet. On en parlera. Je ne crois pas qu'on puisse penser que c'était en effet définitif, et que là aussi on a un peu idéalisé un certain nombre de mécanismes autour du père probablement, même si je ne nie pas son importance. Et ce que moi je voudrais dire là, c'est que qu'est-ce qui est spécifique justement à l'être humain par rapport à cette évolution des êtres vivants dont nous avez parlé? Il y a quand même quelque chose qui nous semble spécifique, et de ma pratique, et notamment de la pratique des psychologues, psychiatres en général, et plus spécialement de la mienne, autour des adolescents, il y a un certain nombre de faits qui vont apparaître. Alors ces faits, c'est que pour qu'un enfant se développe correctement, il a besoin d'une continuité affective. Il se construit très en miroir de son environnement, et que son idée de former une personne unique, l'idée de sa continuité propre, va se construire très en miroir de la continuité affective que lui offre son entourage, avec une certaine plasticité, comme toujours. C'est-à-dire des ruptures ne sont pas toujours catastrophiques, mais on sait que des ruptures trop prolongées ou répétées, massives, vont entraîner une cassure dans le développement de la personnalité, qui va entraîner une vulnérabilité importante. Ça, ce sont des faits assez classiques. Donc continuité affective et relationnelle, et en même temps un accès à la différence. C'est-à-dire probablement parce que cette continuité affective est tout à fait nécessaire à son développement. Comme tout ce qui est trop nécessaire, il peut l'entraver. Et on retrouve probablement, et j'aimerais avoir l'avis de M. Gouillon là-dessus, la loi, au fond, une loi générale, peut-être même au-delà de la vie, qui est une loi de l'entropie, c'est que tout système fermé a quand même tendance à se dégrader. Et il semblerait bien que dans le développement de l'enfant, s'il reste clos sur l'être avec lequel il doit avoir une relation privilégiée pour se sentir lui-même quelqu'un d'unique, eh bien, si cette relation privilégiée, notamment avec la mère, l'enferme sans qu'il y ait un moment donné de tiers
qui arrive, eh bien, on sait qu'il va y avoir des difficultés dans le développement de l'enfant et que cette ouverture au tiers, à la différence, va se faire progressivement, de façon complexe, au départ dans un système assez binaire, ce qui est bon est semblable à moi, et ce qui est mauvais, eh bien, c'est l'autre, le différent, ce qui n'est pas ma mère et moi, puis certaines parties de ma mère, puis certaines parties de moi, donc un accès progressif à l'ambivalence, mais qui se nuancera par l'ouverture au tiers, et notamment ce tiers que représente le père, c'est-à-dire au fond, je suis, et c'est là où la filiation est importante, je suis l'enfant de deux êtres qui sont différents et qui, parce qu'ils sont différents et ont des rapports, sinon d'amour, au moins de respect et de continuité affective entre eux, eh bien, me donnent la possibilité moi-même d'être différent de ces deux êtres et quand même aimable et reconnu par eux, quoi. Et donc un jeu dans cette différence, supporté probablement par la différence perceptive des sexes, plus les données psychologiques, bien sûr, et comportementales liées au sexe, mais déjà la différence perceptive des sexes va donner à l'enfant un jeu des différences qui semble important. Alors, est-il pour autant absolument nécessaire sur cette forme? S'il n'y a pas ce jeu des différences sexuées avec les êtres aimés, c'est-à-dire les objets d'attachement, en général les parents, auxquels on peut s'identifier, est-ce que cela va avoir des conséquences désastreuses sur le développement de la personnalité? J'en dirai quelques mots plus tard. Probablement pas de façon aussi nette que certains ont cru pouvoir le dire. En tout cas, aucun fait ne semble prouver comme cela. Alors je reviens à la deuxième question, qui était qu'est-ce qui est spécifique à l'être humain? Parce que les deux sont liés. Eh bien, il me semble que par rapport aux animaux, ce qui est spécifique à l'être humain, c'est que, et ceci dans une perspective tout à fait moniste, enfin, en tout cas dans mon esprit, c'est que quand même le développement de son cerveau, à un moment donné, lui a permis d'avoir une conscience réflexive, d'avoir un début de conscience de lui-même. Et que ce début, la civilisation l'a considérablement développé avec le développement du langage, de la fonction représentative, des lois sociales, et probablement on est dans un acmé de cet individualisme là actuellement, avec la moindre importance du groupe et une civilisation du sujet où chacun est à lui seul son propre univers. Donc il y a eu des mécanismes renforçateurs par la culture, mais à partir d'un phénomène biologique qui est cette capacité acquise par l'homme de se voir. Et je crois que c'est ça qui marque la spécificité fondamentale de l'être humain, cette capacité de se voir, qui a introduit dans le développement humain quelque chose, je crois, d'essentiel, qui est un paradoxe, c'est-à-dire une fausse contradiction, à savoir que par rapport à ces deux nécessités que j'évoquais, pour se développer, il faut se nourrir des autres dans la continuité affective. On ne peut pas se développer psychologiquement sans échange, comme sur le plan corporel. On ne peut pas se développer sans nourriture affective. Et puis, de l'autre côté, on ne peut pas être soi sans se différencier des autres. Et que là, vous voyez que cette conscience de soi va entraîner quelque chose qui peut apparaître comme la conscience d'une contradiction. Comment être moi différent si je suis entièrement nourri de l'autre, surtout si cet autre est unique. Et ça correspond à ce qu'on voit quand même en psychopathologie. Plus on est dans une relation d'agrippement et de dépendance affective avec une personne, plus on aura de difficultés à se positionner dans sa différence. Et ce qu'on voit comme processus différenciateur, notamment avec l'adolescence, mais ça commence dès l'enfant, qui, dans la deuxième année de la vie, a du mal à se séparer de sa mère pour se coucher, par exemple, qui a besoin d'elle, et donc dans une relation de dépendance affective. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, contrairement à l'enfant qui peut s'endormir sans sa mère et qui va s'endormir en utilisant ses ressources propres, entièrement nourri de la qualité de la relation à la mère, mais sans qu'il le sache, eh bien, cet enfant qui, lui, a besoin de la mère, va s'agripper au percept. Il faut que la lumière soit allumée, il faut qu'elle vienne. Ce n'est pas ses ressources internes qui vont lui servir pour compenser la mère, le remplaçant de la mère, c'est le besoin perceptif de la voir. Et ça introduit, je crois, tout de suite cette espèce de menace narcissique, quasi-éthologique du territoire. Si j'ai besoin de quelqu'un, si je dépends de ce quelqu'un,
cela menace mon autonomie. Et en miroir, on va rendre l'autre dépendant de soi. Et on rentre dans des relations qui me semblent fondamentales chez les êtres humains, et plus spécifiquement en psychopathologie, d'agrippement, où on se rend dépendants les uns des autres, parce que le compromis pour sortir de cette situation où on ne peut pas se passer d'une personne sans se sentir abandonné, et dès que cette personne commence à avoir besoin, dès qu'on sent qu'on a trop besoin de cette personne, on la sent comme une invasion. Comme ça, pour mettre un peu d'ambiance dans certaines situations, je dis c'est un peu le syndrome corse. Hein, parce que je crois qu'aussi ça a une traduction sociale dans les cas où les problèmes d'identité sont un peu flottants. On a toujours besoin d'être reconnu par les autres. Et dès que les autres s'intéressent à vous, on se demande qu'est-ce qu'ils vous veulent. C'est-à-dire, à la limite, c'est intrusif. On le voit encore là dans certaines situations assez dramatiques. Et que syndrome corse, vous savez, où il dit comment tu regardes pas ma sœur, elle est pas belle, tu la regardes, qu'est-ce que tu lui veux, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, ça ne va pas aller. C'est typiquement ce que sont les adolescents, surtout s'ils sont un peu en difficulté. Hein. On ne s'intéresse pas à moi, personne ne me regarde. On me regarde, qu'est-ce qu'on me veut, pourquoi on me prend la tête. Vous voyez, le syndrome du colonisé, on me prend la tête, ma mère me prend la tête, par ou le professeur. Donc, tout ça pour dire que s'il n'y a pas cette différence suffisante, eh bien, ce qui va faire différence, c'est la plainte, c'est l'insatisfaction. Et cet enfant dont je parlais tout à l'heure, qui a 15 mois, 18 mois et qui ne peut pas s'endormir, plus sa mère aura une empathie peut-être forte pour lui en disant « ce pauvre petit, je le comprends tellement bien, sans moi, il ne peut pas se débrouiller, au besoin je l'emmène avec moi dans le lit ou je reste des heures ». Bon, si elle s'identifie trop à cet enfant, pour des raisons en général toujours personnelles, et pas en réponse aux besoins vrais de l'enfant, eh bien cet enfant va rendre sa mère dépendant de lui. Malheureusement, on ne rend pas dépendant les autres par le plaisir partagé. Car si cet enfant dit « Maman, comme je suis contente que tu aies passé un quart d'heure avec moi à me raconter une histoire », il va dire « Moi aussi, mon chéri, bonsoir, à demain ». Et ça, c'est quelque chose que justement cette conscience de nous a apporté à l'être humain, à savoir que le plaisir a comme gros défaut d'être provisoire. Et pour ceux qui sont anxieux, on a horreur de perdre ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire qu'on est content, parce que ça ne va pas durer. C'est comme la définition de la santé, par Knock, un état précaire qui ne présage rien de bon. Ce qui en plus est vrai. Bon. Donc, si on est content et si on réussit, ça ne va pas durer. Et c'est toujours aléatoire et toujours à recommencer. Et on apprend vite, et l'adolescence nous le montre d'une façon formidable, que l'échec, par contre, c'est sûr, surtout si on se l'inflige. Alors les conduites autodestructrices, les conduites de violence, les conduites d'échec, deviennent, quelle que soit la multiplicité des causes qui interfèrent, deviennent très rapidement, dans le rapport de dépendance aux autres, une force terrible. Ouais, ce que nous envoient d'ailleurs des adolescents à la figure quand ils nous disent « j'ai pas choisi de naître ». Alors quelle est l'image en miroir de « j'ai pas choisi de naître ». J'ai pas choisi de naître, donc d'avoir le corps que j'ai, d'avoir le sexe que j'ai, d'avoir la taille que j'ai, d'avoir la situation que j'ai, d'avoir les parents que j'ai rien choisi, pourtant sur un truc essentiel, ma vie. Bon. Eh bien, ce que je peux choisir, c'est de me détruire. C'est-à-dire que la mort, la destruction, c'est, je crois, la force du moi en détresse, du moi qui se sent, à tort ou à raison, impuissant, s'il ne peut rien faire par rapport au poids du destin et de la généalogie, etc., s'il a toujours, et ça c'est la spécificité de l'être humain, je crois, la capacité de se détruire. Ce qui fait que pour moi, la destruction, c'est le strict pendant de la créativité. C'est la créativité du pauvre, pas au sens économique, mais au sens de la détresse, quoi. Il nous reste toujours la possibilité de nous faire du mal. C'est ce que nous montre la psychopathologie. Encore une fois, malgré la pluralité des facteurs qui interviennent, il y a cette force considérable. Or, cette force, encore une fois, elle sera d'autant, cette capacité de se détruire, qui devient une façon pour le moi de s'affirmer dans sa différence. Si je suis totalement impuissant, si tout le monde m'a lâché, si mon amoureux m'a lâché, si j'ai raté tous mes examens, j'ai une chose possible, me taper dessus, me faire du mal, me scarifier, m'arracher les cheveux, me goinfrer de la boulimie, me faire... Bon. Ça, c'est quelque chose qui est un... Et ça devient une force terrible qui fait tiers, justement. Et c'est là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus on est dans des relations de dépendance vis-à-vis des autres, comme l'enfant qui a besoin que la mère s'occupe de lui, eh bien, comment il va échapper à ça ? Eh bien, il va échapper par la plainte. Plainte corporelle, j'ai mal ci, j'ai mal là, le caprice, je veux boire, pas de l'eau, du jus d'orange, mais il y a des grumeaux, je voulais du sucre, une paille, enfin voilà, tout ce que vous connaissez, qui sont un moyen de quoi ? Eh bien, de maîtriser une situation qu'on ne maîtrise pas à l'intérieur. C'est-à-dire que je crois qu'à ce moment-là, ce que permet, le compromis que ça permet, c'est que ça permet d'être vu.
on s'occupe de moi, et j'échappe au pouvoir de l'autre, puisque ce qu'il fait ne va jamais. La plainte comme un moyen, au fond, de maîtriser ce sentiment de dépendance. Et la solution, on peut le remarquer déjà, pour une mère qui est enfermée là-dedans, c'est l'appel au tiers. C'est-à-dire le père, mais aussi peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est moins lié affectivement, qui intervient, et en général, ça suffit pour que les choses se calment. C'est-à-dire l'intervention du tiers me paraît là quelque chose constitutif de la personnalité humaine, du fait même de cette caractéristique humaine qui est la conscience de soi. Et que cette conscience de soi qui nous met dans ce paradoxe de sentir notre dépendance à l'égard de ceux auxquels on est le plus attaché, on en sort, en partie en tout cas, par le jeu qu'introduit le tiers dans sa différence. Mais alors la différence, et j'en terminerai là, est-ce qu'elle est toujours celle des sexes? Bien sûr, on se dit qu'il y a une certaine logique à ce que ceux qui ont contribué à la procréation de l'enfant et qui sont ses deux parents, qui ont justement la chance d'être différents, à condition qu'ils restent différents d'ailleurs, parce que quelquefois, on a l'impression que le couple papa-maman a abandonné toute, malgré la force du percept, référence perceptive distinguable, et que c'est un bloc homogène auquel l'adolescent va s'opposer en bloc, et bloc qui risque de s'étendre d'ailleurs à tous les adultes. C'est-à-dire cette possibilité de différenciation, c'est quelque chose qui se perd. Donc, il y a besoin d'une différence. Il est assez naturel que ce soit les géniteurs et que ça leur donne une force de par leur histoire, de par leur union, de par ce qu'ils représentent aux yeux de l'enfant, une force constructive et différenciatrice beaucoup plus importante. Mais de là à dire, s'il n'y a pas de père, il va y avoir nécessairement de la pathologie, et notamment, ce qu'on peut dire certains, de la psychose, c'est-à-dire un trouble majeur de la personnalité. Là, je crois que rien ne nous permet de l'affirmer. Donc la différence, oui, mais la plasticité de l'être vivant est telle que probablement les objets de la différence sont beaucoup plus modulables que l'on aurait pu le penser, de même que les limites humaines, et on le voit bien à tout niveau avec l'actualité, les limites humaines de l'ordre moral, de l'ordre sont beaucoup plus fluctuantes qu'on ne pourrait le penser, et sans que les gens soient fous, sans que les gens soient nécessairement des immoraux congénitaux, peuvent à certains moments de la vie, entraînés par d'autres, vous le savez bien, commettre des actes absolument qui dépassent un peu l'entendement. Et ça, je crois que c'est le propre de l'être humain, de cette capacité de franchir des limites, et que la seule réponse, c'est probablement pas quelque chose d'absolu, c'est un travail, un co-travail, une co-création de limites, une co-création de limites et de valeurs par les groupes humains, en sachant que ces valeurs sont indispensables, car s'il n'y en a pas, il y aura des choses illimitées, comme on l'a vu avec cette histoire d'anthropophagie, là aussi, par Internet. Bon. Il y aura des choses de cet ordre-là, et la barbarie humaine est sans limite, et les transgressions sont une tentation permanente. Je crois que le seul moyen, c'est cette réflexion conjointe sur ces limites que l'on peut mener, en sachant qu'elles sont, comme l'évolution en général, évolutives.